Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Au détour du Pass Santé Jeune, une série de podcasts pour les parents. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un numéro autour d'un sujet actuel qui n'est pas forcément simple, qui questionne, c'est l'inclusion en milieu extrascolaire. Aujourd'hui, on fera ce focus-là des enfants en situation de handicap. Donc, je suis en compagnie de M. Koutabli, coordinateur du dispositif Pôle Enfance Handicap 71, qui est porté par l'APF France Handicap, basé au Creusot sur la Saône-et-Loire. Bonjour et merci de participer à ce podcast. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Écoutez, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet par une question qu'on peut imaginer un peu globale, mais qui n'est pas si simple que ça. Pour vous, dans votre service, comment est-ce que vous définissiez le handicap et quelle définition du handicap vous avez ? Alors c'est une question pertinente puisque on entend beaucoup de formules différentes. Alors on entend porteur de handicap, on entend personne handicapée, on entend même parfois handicapé tout court. Je crois qu'il faut commencer déjà par donner une bonne définition en partant d'une bonne sémantique. Aujourd'hui, la sémantique actuelle, c'est de dire personne en situation de handicap. Certes, ça fait un petit peu long. Pourquoi ? Quand on parle d'une personne en situation de handicap, dans l'expression en situation de handicap, on a le mot situation, qui n'est pas là par hasard. C'est un mot qui fait référence à l'environnement. Situation égale environnement. Et donc, ça permet de penser le handicap avec la perspective de l'environnement. Je prends un exemple. Une personne en situation de handicap, qu'est-ce qui crée le handicap ? Ce n'est pas la personne elle-même qui porte le handicap ou qui est responsable de son handicap. C'est bien l'environnement qui n'est pas adapté. Si vous avez une personne qui ne peut pas marcher, donc une personne paraplégique, on pourrait penser qu'elle ne peut pas conduire. Mais si on se dit que ce qui crée la situation de handicap, c'est l'environnement, si on adapte l'environnement de son véhicule, elle pourra conduire. Par exemple, on peut adapter les vitesses au volant, l'accélérateur au volant, le frein au volant, et puis on se rend compte que l'environnement du véhicule étant adapté, la personne peut conduire. Voilà, la sémantique c'est très important parce que ça nous permet de comprendre comment on peut intervenir pour atténuer la situation de handicap, voire la faire disparaître. Dans mon exemple, à partir du moment où le véhicule est adapté, la personne peut conduire, donc elle peut se déplacer. Alors du coup, vous avez un focus sur les enfants en situation de handicap que vous accompagnez. Quels sont les droits aujourd'hui finalement quand on se pose cette question-là, la question de l'inclusion, ça pose aussi la question du droit. Donc quels sont les droits aujourd'hui des enfants en situation de handicap en matière d'extrascolarité? On vous l'a dit, aujourd'hui le focus il est là-dessus. On aura peut-être l'occasion de refaire un podcast sur le milieu scolaire. En tout cas, c'est moins la question aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de droit différent. Il n'y a pas un droit pour les enfants en situation de handicap et un droit pour les enfants sans handicap. Le droit est le même, quelle que soit notre situation, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Le droit étant le même, ça veut dire qu'on a tous le droit de participer aux activités qui sont proposées par notre société, c'est-à-dire du centre de loisirs, c'est-à-dire des séjours, c'est-à-dire un lieu périscolaire, c'est-à-dire manger à la cantine scolaire avec ses camarades. Donc c'est ça les droits. Il n'y a pas un droit différent en fonction de sa situation de handicap ou pas. Notre mission, c'est de rappeler que ce droit étant le même, on ne peut pas faire de différence, de distinction entre des enfants qui portent un handicap et d'autres qui ne sont pas en situation de handicap. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience que vous avez, vous diriez que c'est quoi les principaux enjeux qui sont liés à l'inclusion et que vous portez, ou en tout cas vous essayez de questionner à votre niveau pour favoriser l'inclusion des enfants ? L'enjeu, c'est l'affaire de tous, j'ai envie de dire que l'enjeu, il est sociétal. Alors bien évidemment, en premier lieu, l'enjeu, il est pour l'enfant lui-même. On comprend très bien qu'un enfant qui va dans un centre de loisirs, moi je préfère le voir s'amuser avec ses camarades plutôt qu'il reste chez lui. Là, on comprend tout de suite l'enjeu en termes de socialisation, en termes de relation à l'autre, voilà, d'évoluer au milieu de ses pairs. L'enjeu, il y va aussi pour les parents. Un enfant qui reste à la maison, c'est peut-être un des deux parents qui ne travaille pas. Je voudrais simplement souligner que dans la plupart des situations, quand l'enfant en situation de handicap reste à la maison, c'est un des deux parents qui ne travaille pas. Et en général, c'est plutôt les mères de famille qui restent à la maison, qui n'ont pas d'activité professionnelle. Et je rajouterais pour finir, l'enjeu, il est aussi au niveau de la fratrie. C'est le grand frère ou la grande sœur qui va jouer le rôle de la maman ou du papa pour s'occuper de son petit frère ou sa petite sœur qui est en situation de handicap. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est d'abord des enfants qui ont aussi le droit de vivre leur enfance et puis d'avoir un quotidien qui est semblable aux autres enfants. Donc on voit bien que l'enjeu, il est sociétal. Tout le monde est concerné par l'inclusion. Je reste quand même assez optimiste. Je trouve qu'on est actuellement dans une période où la génération actuelle, surtout chez les enfants, est plutôt sensibilisée au handicap. Moi, je sais que de ma génération, quand j'étais dans un collège ou au centre de loisirs, on avait très peu d'enfants à côté de nous en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et tant mieux, on voit que l'inclusion arrive et tant mieux, je crois que maintenant, il faut qu'on fasse tous un effort pour accueillir cette inclusion avec bienveillance.
Justement, l'enjeu, il est aussi politique derrière. Il y a effectivement un effort à faire et des politiques à mener. Pour vous, les leviers, ce serait quoi pour que chacun puisse, à son niveau, accueillir ces enfants-là ? Plusieurs niveaux d'intervention. Le premier, c'est changer le regard, changer notre représentation du handicap, faire de la pédagogie, faire de la prévention, proposer des débats à tous les niveaux pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Il faut absolument que notre regard change et que notre posture change. Donc d'abord de la pédagogie. Le deuxième point, c'est bien évidemment la formation. Il faut que les personnes qui accueillent ces enfants en situation de handicap, qu'on soit dans un centre de loisirs, qu'on soit dans une crèche, qu'on travaille avec un personnel de cantine scolaire ou périscolaire, qu'on travaille dans une structure qui propose des séjours, il faut que les personnels soient formés, soient sensibilisés. C'est le deuxième point. Le troisième point, on va dire qu'il est sans doute plus politique, c'est vraiment de se donner les moyens. L'inclusion, c'est très bien, mais l'inclusion, ça peut fonctionner que si on a les moyens qui nous permettent d'adapter, par exemple, des lieux, de proposer du matériel adapté aussi. Nous, on parle de compensation, en fait, tout simplement. Quand on propose une activité à des enfants en situation de handicap, parfois, on est contraint à changer les règles ou parfois à utiliser du matériel un peu spécifique qui peut être cher. Donc, il faut aussi des moyens. J'ai envie de dire, pour finir, ce qui change, c'est surtout la volonté de chacun. Parfois, on arrive à résoudre des situations de blocage au niveau de l'inclusion parce qu'en face de nous, on a des personnes qui sont réceptives, qui sont dans la bienveillance. Et je crois que c'est la meilleure manière de développer l'inclusion. Vous accompagnez des beaux parcours d'inclusion dans les missions du service ? L'émission du Pôle Enfance Handicap 71. Je rappelle qu'on est porté par effectivement APF France Handicap, qu'on est financé par la CAF, le département et la DSDEN. C'est vraiment de favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap, encore une fois, dans tous les espaces de droit commun. Alors ces espaces de droit commun, c'est encore une fois les centres de loisirs, le périscolaire, la cantine, les crèches. Tous les espaces où on retrouve les autres enfants. Nous, nos missions, c'est d'accompagner les familles pour leur dire que c'est possible d'accueillir leur enfant. On a des familles qui n'osent pas, donc nous, on est là pour les rassurer, les accompagner. Et on est là aussi pour accompagner les personnels qui vont accueillir ces enfants. Quand je suis animateur dans un centre de loisirs, je ne suis pas forcément formé, donc j'ai besoin de me former. Et c'est là que notre service intervient. Donc on est quelque part des facilitateurs de l'inclusion en milieu ordinaire. C'est vrai qu'on entend souvent dire que ces questions d'inclusion, c'est souvent des batailles administratives. En tout cas, ça prend du temps, ça prend aussi beaucoup d'énergie aux parents. Donc, c'est plutôt intéressant aussi de vous voir comme facilitateur et de vous voir un petit peu comme une pierre à édifice qui vient aider un petit peu les familles qui se questionnent là-dessus et pour les accompagner aussi dans tout ce chemin qui est souvent pas si simple que ça. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on sait que l'inclusion, ça passe par le regard qu'on porte sur la différence, alors qu'on porte nous adultes et que les enfants aussi portent. D'après votre recul, comment les choses ont évolué aussi dans le regard qu'on porte aujourd'hui et que la société porte sur le handicap ? Le regard évolue et va dans le bon sens. Encore une fois, si on revient à 20 ans en arrière, voire 30 ans, on n'avait pas du tout le même regard, pas du tout les mêmes représentations du handicap. Si on fait un focus en arrière, il y a 20 ans, dans les établissements scolaires, voire dans les centres de loisirs, on avait très très peu d'enfants en situation de handicap. Moi, quand j'étais collégien, je ne me rappelle pas d'avoir croisé un enfant en situation de handicap. Ou quand j'allais au centre de loisirs, je ne me rappelle pas non plus avoir croisé des enfants en situation de handicap. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on rentre dans une école, quand on rentre dans un collège, quand on rentre dans un lycée, quand on va à la faculté, aujourd'hui, on croise des enfants en situation de handicap. Et tant mieux, ça veut dire qu'on prend la bonne direction. Est-ce que c'est suffisant ? Bien évidemment que non, parce que chaque situation est particulière et chaque enfant a son propre parcours et ses parents aussi. Donc il faut qu'on continue à travailler tous ensemble pour développer l'inclusion. Parce que je sais, à l'heure où on parle, il y a encore des enfants qui sont chez eux, qui ne sortent pas. Et c'est un petit peu dommage. Donc il faut qu'on continue à travailler tous ensemble, que ce soit au niveau des personnels qui accueillent, au niveau du médico-social, au niveau de l'école, au niveau des élus. Il faut vraiment qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on continue à travailler pour ces enfants qui sont encore chez eux. Je porte un regard plutôt positif parce que je pense que la société évolue dans le bon sens. Est-ce que ça va assez vite ? Pas à mon sens, mais en tous les cas, voilà, on y va et c'est le plus important. Alors, vous parlez de beaucoup de travail en coordination et partenariat. J'imagine aussi que le travail avec l'éducation nationale et les personnels scolaires est aussi important, même si, voilà, vous, votre porte d'entrée, c'est l'extrascolaire, mais ça reste quand même un travail de coordination à l'échelle des territoires qui, à mon avis, est quand même un enjeu aussi. Tout à fait. La difficulté, c'est qu'on peut avoir des inégalités de territoire, bien évidemment. À nous de lever ces inégalités. C'est très difficile. La seule manière d'y arriver, c'est de travailler ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus accompagner seul un enfant en situation de handicap. C'était le cas il y a peut-être 20, 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on veut aller plus vite et plus loin, il faut qu'on soit tous autour d'une table, il faut qu'on soit tous ensemble. Et bien évidemment, notre premier partenaire, nous avec qui on travaille, et c'est celui qui côtoie le plus d'enfants, c'est bien sûr l'éducation nationale. On travaille avec eux
tous les jours, on les a au téléphone. On avance ensemble quand on travaille sur une situation, sur un espace périscolaire. Dans le périscolaire, il y a bien évidemment le mot scolaire, donc on travaille tous ensemble parce qu'on a chacun une expertise de l'enfant. La meilleure expertise, ça reste le parent. Mais je trouve que c'est très important de travailler ensemble parce qu'on a tous une expertise de l'enfant. On a tous mis en place des choses qui sont intéressantes, qui puissent être inclus au milieu des autres enfants. On a mis en place des postures, de la formation, des compensations. Donc c'est très important qu'on puisse communiquer sur ces outils pour pouvoir les proposer ensuite à l'enfant et à sa famille. On travaille tous ensemble, c'est la meilleure façon pour moi d'aller de l'avant. Vous nous parliez tout à l'heure des moyens un petit peu, des techniques ou des aides qui peuvent être utilisées pour favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous vous accompagnez au quotidien et quels sont les outils que vous pouvez amener à des professionnels en formation ou en sensibilisation et des outils aussi que vous pouvez amener aux enfants quand vous allez intervenir dans les classes? Alors moi, j'ai envie de dire que le premier outil, c'est d'abord la formation. C'est le premier outil, la pédagogie, la formation. Il faut que les personnels soient formés pour accueillir un enfant en situation de handicap, quel que soit le handicap. Le deuxième outil, plus concrètement, ça va être des moyens de compensation. Je prends un exemple. Un enfant peut avoir besoin d'un fauteuil manuel, donc c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon un fauteuil roulant, pour qu'il puisse se déplacer. Donc voilà, c'est des petits outils de compensation. Parfois, on peut aussi faire un effort, c'est-à-dire que quand on propose une activité dans un centre de loisirs, il faut qu'on soit aussi en capacité de changer les règles de l'activité pour que tous les enfants puissent participer. Et puis parfois, il faut juste du bon sens. C'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que parfois, c'est le parcours du combattant parce qu'on prévoit un outil un peu spécifique. Il faut passer par un parcours un petit peu administratif, trouver les moyens financiers. Il faut le temps de mettre en place. Donc ça prend du temps. On n'est pas dans la même temporalité au niveau du handicap. Donc, il faut prendre le temps, il faut savoir patienter. De cette manière, encore une fois, ensemble, on arrive à proposer donc, des outils de compensation pour que l'enfant puisse participer aux mêmes activités que les autres enfants. Alors tout à l'heure, je parlais du handicap puis des handicaps. Est-ce que ça veut dire qu'un service comme le vôtre a aussi des spécificités? Alors nous, l'accompagnement, il est plutôt global. On intervient auprès de tous les enfants, quel que soit le handicap, et on intervient sur tout le département. On a des personnes qui sont formées, des personnes qui sont en formation actuellement, qui font partie de notre équipe. On essaie aussi d'avancer sur ce volet-là. Nous, en tout cas, on intervient sur tout type de handicap. Et des équipes comme la vôtre, est-ce qu'il y en a d'autres dans les départements de la région? Comment ça se structure? Vous avez un petit peu des billes là-dessus ou pas forcément? Des dispositifs comme le nôtre, il en existe à peu près 70% sur le territoire, c'est-à-dire un dispositif par département. Mais voilà, ça c'était des chiffres il y a un certain temps. Peut-être qu'ils ont évolué, j'espère en tout cas. Les dispositifs comme le nôtre, on peut en trouver à Dijon, donc c'est un par département. Donc voilà, nous on couvre le 71 et on intervient en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a une psychologue, on a une assistante sociale, on a une JE, on a une personne qui est AES. Donc moi je suis coordinateur, je suis de formation éducateur spécialisé aussi. Et on travaille beaucoup avec le médico-social et le milieu ordinaire. Notre travail, c'est de construire des passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé. Vous parliez de passerelle, si on s'intéresse maintenant à comment finalement est-ce que les familles viennent vers vous, avec le recul qu'a le service, est-ce que c'est des familles qui spontanément vous sollicitent? Est-ce que c'est à force d'être aussi présent sur le territoire, et on se saisit d'un dispositif quand il existe? Alors nous, en fait, on existe depuis septembre 2018. On a fait une grosse campagne de visibilité. Donc on a été à la rencontre des établissements spécialisés pour se faire connaître des familles. On a un site internet, voilà, si vous tapez sur un moteur de recherche Pôle Enfance Handicap 71, vous allez tomber sur notre site. Au niveau des contacts, alors soit les familles nous appellent directement, soit ça passe par des professionnels. Un centre de loisirs peut nous contacter en nous disant demain j'accueille un enfant en situation de handicap, est-ce que vous pourriez m'accompagner pour préparer l'accueil? Donc dans ces cas-là, nous on intervient, on rencontre la famille, on prépare l'accueil. Les deux sens sont possibles, à la fois une équipe peut vous solliciter comme des parents peuvent aussi vous solliciter pour du soutien. Tout à fait. Pour les professionnels, si vous avez connaissance, et je m'adresse aux professionnels, d'un accueil qui est prévu, n'hésitez pas à transmettre nos coordonnées aux familles et les familles nous contactent. On peut rencontrer les familles au domicile ou avec les professionnels, puisqu'on sait qu'il y a un lien de confiance qui est déjà établi. C'est plutôt un confort pour les familles de nous rencontrer avec les professionnels qu'elles connaissent déjà. Mais effectivement, les services de ce type-là sont souvent présents dans différentes villes, des départements, pour être vraiment au plus près aussi des familles et des parents. Pour finir ce podcast, on a l'habitude de finir avec une idée clé à retenir, ou en tout cas un enjeu qui vous semble essentiel, un message qui vous semble important à faire passer, qu'on n'aurait peut-être pas encore abordé, ou au contraire quelque chose sur lequel vous voulez insister. Alors effectivement, c'est pas une question simple, On pourrait échanger pendant 1 heure. Je vais me répéter, je suis désolé. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.
tous. L'inclusion, ça va au-delà du handicap. Ça permet aussi d'avoir des valeurs de tolérance, des valeurs de bienveillance, d'empathie. Je parlerai du vivre ensemble et je crois que c'est l'affaire de tous, qu'on soit professionnel, qu'on soit parent, qu'on soit pas directement concerné. Eh bien, j'ai envie de dire si, on est quand même concerné. L'enjeu, il est encore une fois sociétal. Il y va de l'équilibre en partant de l'enfant, de l'équilibre de la famille, l'équilibre au milieu des autres enfants. Enfin, je dirais simplement que l'enjeu concerne tout le monde. On est tous concernés par l'inclusion. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Vous l'avez vu, les enjeux sont nombreux. Alors peut-être qu'on reviendra questionner l'inclusion, alors soit dans quelques mois, soit sur une autre porte d'entrée. Bonne fin de journée et puis on se revoit très vite pour un nouveau podcast. Merci.